Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h à la une ce soir. Mise en place d'un cadre permanent pour la réussite du processus de décentralisation. Deux rencontres se sont donc déroulées pour la course au titre de cette saison. Israël en colère après la résolution de l'UNESCO sur le statut de Jérusalem. Nous le disons, le président de la République, son Excellence Malama Guelleh, a adressé un message de condoléances aux gardiens de deux lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz, et après l'annonce du décès du frère du roi, feu son Altesse royale, Mish'al bin Abdelaziz Al Saoud. Le président de la République a fait part de sa compassion et de sa solidarité aux gardiens de deux lieux saints. Il a également exprimé sa sympathie aux autres membres de la famille royale et à l'ensemble du peuple, frères et amis saoudiens. Puisse Dieu accorder sa miséricorde aux défunts et l'accueil dans son paradis éternel, a imploré le chef de l'État, le tout-puissant feu le prince Mish'al bin Abdelaziz, a occupé dans les années 50 la fonction de ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. Il était dernièrement le président du Conseil d'allégeance au trône, l'autorité chargée de préparer la succession pour occuper les fonctions de roi. Dans l'actualité cette fois, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, et sa délégation ont participé au 4e Forum mondial sur le dialogue interculturel qui se déroule à Bakou en Azerbaïdjan. De ce fait, le président de l'Assemblée est intervenu sur le thème concernant le rôle des parlementaires dans le dialogue interculturel. Il a en outre souligné que l'hémicycle est en soi un lieu où s'affiche la diversité d'une nation et par conséquent un lieu par excellence du dialogue interculturel, dont les représentants des peuples enseignent le respect des différences et la tolérance vis-à-vis des autres. Autre nouvelle du pays, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, son Excellence Mohamed Ali Youssouf, a reçu aujourd'hui M. Shinkesuke Takei, vice-ministre japonais des Affaires étrangères et parlementaires. Shinkesuke Takei effectue actuellement une visite de travail en République de Djibouti. L'entrevue s'est déroulée en présence de deux ambassadeurs, Tatsuo Arai et Ahmed Areita Ali. Les deux ambassadeurs en poste à Djibouti et Tokyo ont également pris part à cette rencontre. M. Yassine Hussein Douale, directeur des relations bilatérales, et M. Moussa Mohamed Omar, directeur de la communication. Le ministre des Affaires étrangères et le vice-ministre japonais ont souligné l'excellence des relations bilatérales existantes entre deux pays et ont abordé les différents projets de coopération en cours d'exécution à Djibouti, notamment le projet de fourniture d'équipements en faveur de la protection civile de Djibouti et le projet d'octroi d'un deuxième ferry dans la mission d'études préliminaires est prévu le courant du mois juin 2017. Ensuite, les deux ministres ont également abordé les nombreuses autres questions relatives à la région et à travers l'actualité et les actions des forces d'autodéfense japonaises installées à Djibouti ont été louées au même titre que celles des autres forces internationales. Par ailleurs, M. Mohamed Ali Youssouf a relevé deux domaines importants, les infrastructures et les investissements, où une plus grande participation serait la bienvenue. Les deux ministres ont enfin évoqué la tenue prochaine du premier forum des affaires djibouto-nippon, prévu le 8 au 11 mai 2017. Il serait l'occasion pour les investisseurs japonais de s'intégrer davantage au pays. Enfin, les deux ministres ont abordé la question de la réforme du Conseil en rappelant que deux discussions dans ce cadre seront lancées à New York. Dans l'actualité, Ali Sablier, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, s'est rendu jeudi à Tadjoura pour évoquer avec les élus locaux et les notabilités la question relative au processus de décentralisation. La suite avec Ahmed Ahmed. À son arrivée sur les lieux de la réunion, le ministre Aramis, qui était accompagné notamment du doyen des parlementaires du Nord et président du FRUD pour le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, l'honorable Ali Mohamed Daoud, a reçu un accueil très chaleureux de la population. Comme à Ali Sablier la veille, cette dernière s'est spontanément mobilisée et ceci témoigne de l'engouement que suscite à la base le processus de la décentralisation, laquelle a franchi un pas avec la récente décision de transfert des diverses recettes aux régions.
Après les mots de bienvenue de Omar Hussein, le président du conseil régional de Tadjoura, hôte de l'événement, et les discours, place a été faite aux échanges, riches tant par la diversité des intervenants que par les sujets abordés, tournant autour de la création d'un cadre permanent de concertation et de dialogue entre les mandataires du peuple en particulier et de la décentralisation en général. Le ministre Aramis ne s'est pas contenté de les écouter, mais en fut un participant actif. Prenant à témoin l'assistance, il a, dans un langage simple et direct, interpellé les préfets, les conseillers régionaux et les parlementaires des régions. Vous avez, a-t-il dit, chacun vos missions propres bien définies. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous isoler ou vous opposer, mais bien au contraire, vous devez jouer des complémentarités de vos missions pour œuvrer ensemble pour le développement de vos populations, leur a-t-il dit. Pour le ministre Aramis, comme les parlementaires et les élus locaux, les préfets qui assurent la représentation de l'État dans leurs ressorts territoriaux respectifs sont tous des natifs des régions qu'ils administrent. Un avantage et une raison de plus, a-t-il indiqué, pour s'entendre et travailler main dans la main pour améliorer les conditions de vie de leur population et ce faisant pour œuvrer à la réussite du processus de la décentralisation, outil de développement des régions du pays. Les participants à cette réunion ont unanimement félicité le ministre Aramis pour son dynamisme en général et pour cette initiative en particulier. Les parlementaires et les conseillers régionaux, conscients des menaces que fait peser l'insécurité créée par les malfaiteurs armés sur le développement des régions de Tadjoura et Oboko, partagent l'approche d'une large concertation, regroupe parlementaires, conseillers régionaux, préfets, sous-préfets, les autorités traditionnelles, représentants de la société civile, formulés dans son discours par le ministère délégué chargé de la décentralisation, pour retrouver au plus vite des solutions. Parlementaires des conseils régionaux partagent aussi avec le ministre la nécessité d'adopter une démarche basée sur la confiance avec notre population pour faire d'aller un allié dans la lutte contre ces malfaiteurs armés. Les parlementaires et les conseils régionaux demandent au ministre délégué chargé de la décentralisation d'informer le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de leur engagement et s'impliquer à fond dans la sécurité et la région de Tadjoura. Le ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a expliqué et a insisté dans son discours l'importance que revêt la création d'un cadre permanent de concertation périodique entre parlementaires et membres du conseil régional. Pour avoir été un acteur de développement local, je sais combien sont importants les besoins de vos mandats, combien sont importants leurs attentes. L'existence d'un cadre de concertation permanent entre les parlementaires des régions et les élus locaux profitera aussi au ministère délégué pour faire avancer les processus. Tout à l'heure, en début d'intervention, en énumérant les grands axes stratégiques de la feuille de route de mon département, j'ai cité l'amélioration du cadre juridique qui est une grande préoccupation pour nous et sur ce point, honorables parlementaires, votre soutien nous sera précieux. Comme l'actualité nous oblige à aborder la question de la sécurité, je dois m'exprimer et dire avec force que l'attaque perpétrée le 12 avril 2017 dans le secteur de la Lys par des malfaiteurs doit être condamnée par nous tous sans équivoque et avec notre plus grande énergie. Mais il nous faut aller au-delà de la condamnation et intégrer la sécurité non seulement dans notre mode de raisonnement, mais l'inscrire aussi dans notre acte quotidien et immédiat. C'est pour cela qu'il nous faut considérer la sauvegarde de la sécurité comme un réflexe viscéral, un devoir fondamental de chaque citoyen de notre pays, tout en mettant en confiance nos populations. Car sans la sécurité, il n'y a pas de développement, ni général, ni régional, ni local dans un pays. La sécurité n'est pas l'apanage seulement des membres du gouvernement et les forces armées nationales et des services de sécurité. Chaque citoyenne et citoyenne doit marquer son intérêt pour cette question primordiale. Elle est un préalable et indispensable au développement et donc pour le bien-être de chaque citoyenne de notre pays. Et notre mobilisation doit être exemplaire et sans faille. La sauvegarde de la sécurité doit être considérée
comme le mandat premier de tout élu du peuple et de sa communauté. La sécurité n'est pas seulement un état d'esprit, une obligation à assumer, mais aussi une disposition vitale, tant pour le pays que pour son développement, que tout le monde, du citoyen aux parlementaires, des représentants de collectivités locales aux préfets, des jeunes aux vieux sages, les femmes à la jeune fille, doit s'atteler à préserver. Oui, la sécurité est le bien le plus précieux, un préalable incontournable pour le développement des pôles régionaux que notre président de la République a amorcé de manière inéluctable. Le ministre n'a pas manqué de rappeler que tout processus de développement acquiert une grande stabilité et la participation de tous pour assurer la sécurité des différentes localités et régions. Écoutons le ministre. Suivons à présent cette réaction du doyen des parlementaires, Ali Mohamed Daoud. Ce matin, donc, il y a eu une conférence, débat, où nous avons discuté très largement des problématiques du développement dans les régions. Nous avons évoqué également les problèmes d'insécurité qui se posent, notamment dans la région de Tadjoura. Pour amorcer vraiment le développement, il est absolument nécessaire d'éradiquer les éléments qui posent des problèmes de sécurité pour les populations et qui handicapent le développement. Il s'agissait aussi de créer un cadre de concertation entre les élus locaux et les élus régionaux pour évoquer périodiquement les questions qui se posent pour le développement du pays. Ali Sabié, cette fois l'équipe mobile de Djibouti Télécom chargée de mettre à disposition aux populations des régions rurales des téléphones fonctionnels rechargeables grâce à l'énergie solaire se trouve depuis mercredi à Ali Sabié. Alors arrivée au chef-lieu, la délégation a été accueillie par le préfet de la région Mohamed Ouabria Sowe et le président du conseil régional Omar Ahmed Ouahès ainsi que la population à Sajouk. Durant une semaine, ils visiteront et tenteront de vendre aux habitants des régions de Daasbio, Ali Adé, Obolé, de Doubalé jusqu'à Gestir pour ces téléphones ruraux. Écoutons à présent l'intervention du représentant de Djibouti Télécom pour cette opération de marketing. Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc à la préfecture de la région d'Ali Sabié en compagnie de monsieur le préfet, du président du conseil régional pour le lancement de la caravane de la téléphonie rurale pour la région d'Ali Sabié. Après avoir parcouru les régions du nord et après la région de Dikil, nous sommes aujourd'hui dans la région d'Ali Sabié. Nous serons installés dans la région d'Ali Sabié, mais la téléphonie rurale est destinée aux populations rurales. Nous allons parcourir toute la région d'Ali Sabié. La nouveauté cette année, c'est les panneaux solaires. Remercions d'abord monsieur le préfet, monsieur le président de région, toute la population d'Ali Sabié pour leur accueil chaleureux. Autre nouvelle du pays, le conseil régional de Tadjoura a organisé pour la première fois le marathon de l'espoir de Tadjoura. Les membres de la comité d'organisation du 40e anniversaire de l'indépendance et des acteurs de la région de Tadjoura, dont les parlementaires, la population de Tadjoura, ont participé à la course de l'espoir. Des jeunes venus de toutes les localités ont concouru sur 10 km entre Ripta et Tadjoura. L'organisation de ce tournoi avait un double objectif, détecter les jeunes talents en athlétisme et aussi participer aux festivités du 40e anniversaire. Le départ a été donné par le président du conseil régional, Omar Hussein, en présence des élus de la région. L'objectif de cette course de l'espoir était la détection de nouveaux talents. La première place a été remportée par M. Mohamed Ahmed et une chèque de 150 000 francs lui a été remis par le ministre de la décentralisation qui a félicité le conseil régional de Tadjoura pour l'organisation de cette première course de l'espoir. Et un chèque de 100 000 francs a été remis au deuxième de la main de M. Bariq, il s'agit de M. Mohamed Ali, et enfin un chèque de 50 000 francs a été remis au troisième la course de M. Ahmed Ismaël après le préfet Abdul Malik et le reste des athlètes bénéficiaient des bons d'achat
réalimentaire. La mobilisation des jeunes est un atout important pour le développement de la région. Grâce à leur énergie, cette mobilisation est la bienvenue, aussi pour faire avancer le processus de décentralisation, selon le ministre. Toute la population, surtout les jeunes de Tadjoura, ont participé au marathon de l'espoir organisé pour le nouveau président du conseil, Omar Hussein. Et M. Aramis a félicité M. Omar Hussein pour l'organisation des activités sportives qui a regroupé de nombreux jeunes tadjouriens. M. Aramis a aussi félicité tous les acteurs qui ont participé à l'organisation de cette activité qui survient au lendemain d'une réunion de concertation entre les élus et le ministre de la décentralisation. Le président du conseil a promis que cette course est un début à l'essentiel. C'était de participer, le parier plutôt, a dit le président, que les derniers arrivés d'aujourd'hui seront les vainqueurs de demain. Toujours en sport, sous la houlette du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de football a clôturé hier après-midi la saison 2016-2017 du championnat national de première division. 2 rencontres se sont jouées simultanément pour la course au titre, l'une dans la capitale Djibouti-Ville, l'opposé Djibouti Télécom à la formation de l'université de Djibouti, et la seconde a eu lieu à Lissabié. Elle voyait s'affronter les formations de Dikil et du Port. Alors qu'un point au classement général sépare la formation de Djibouti Télécom et celle du Port, en définitive l'équipe du Port s'est inclinée contre Dikil et en même temps l'équipe de Télécom, leader incontesté, a donc défait sur le sévère score de 6-1 la formation de l'université de Djibouti. Djibouti Télécom ayant été sacrée championne de la saison 2016-2017. Il y a quand même de très bons éléments dans ces deux équipes qui peuvent faire l'avenir de football djiboutien. Bon, le message n'est pas tellement vers la jeunesse, mais le message est vers les éducateurs. Hein, ceux qui accompagnent ces jeunes, ceux qui les entraînent, ceux qui les éduquent. Donc c'est à eux de savoir comment accompagner cette jeunesse, savoir comment les mener à bien faire leur travail. Donc je crois que il faut que les éducateurs que le ministère mette en place, ou bien la fédération, que ce soit des éducateurs souples, c'est-à-dire souples parce que c'est encore des enfants, jusqu'à 16 ans, on peut dire que c'est encore des enfants. Après, bon, s'il y a des éducateurs après à partir de 18 ans, 19 ans, 20 ans qui seront un peu rigoureux, c'est tout à fait normal parce qu'à cet âge-là, on doit déjà être un professionnel. Donc je crois que si les gens avaient mis en place le football des jeunes, c'est extraordinaire parce que c'est la base. C'est la base de football. On part de là pour devenir... Toujours dans le domaine du sport, dans le cadre du championnat intercorps, le complexe Roi Fahad a abrité hier soir la dernière rencontre des quarts de finale. Un match qui opposait l'équipe de la garde républicaine à l'équipe de la force armée nationale. 2 équipes très compétitives. La garde républicaine a terrassé son rival à 4-0 et s'est qualifiée en demi-finale. La rencontre a vu la participation de hauts cadres et généraux de l'armée tels que le général Zakarié Cheikh Ibrahim. La rencontre a également été marquée surtout par la présence de Roger Mila, la légende du ballon rond africain. Au micro, la star africaine s'est dit impressionnée de l'état de gazon synthétique que bénéficie le complexe Fahad. On l'écoute. Mon impression, c'est d'abord le complexe en lui-même. Il est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de pays où on trouve un tel complexe. Donc, je pense que ce qui a été fait ici est non seulement bon pour le sport en général, mais surtout bon pour la jeunesse. Et moi, je suis très impressionné
J'espère que ceux qui participeront dans cette compétition aussi feront bon usage de ce complexe. Je suis là avec la délégation camerounaise pour accompagner le président du comité national olympique, parce que je suis membre du comité national olympique camerounais et en même temps je suis le président des Olympiens. Donc je suis là pour l'accompagner pour l'Assemblée générale de l'ACNOA qui va se dérouler ici à Djibouti. Mais je suis tout simplement émerveillé que le ministre soit accompagné des généraux pour l'ouverture de ce tournoi des militaires, on va le dire comme ça. Et je suis impressionné parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus voir le match et je suis impressionné par la qualité du stade. Parce que la qualité du stade, par rapport à ce que nous avons vu vers 16 h au centre technique, là vraiment il y a de la qualité ici. Je pense que si on avait donné ce stade aux deux équipes qui ont joué au centre technique, on aurait pu voir un très beau football. Donc je suis très ému, très content d'être à Djibouti. C'est ma première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Et le peuple m'a très bien accueilli. Et vraiment, je suis... Toujours en sport, la ville de Djibouti s'apprête à abriter les assises de la 17e Assemblée générale des comités nationaux olympiques d'Afrique ou l'ACNOA. Au total, 250 dirigeants sportifs de l'Olympisme africain y prendront part. Commentaire. C'est la première fois dans l'histoire du sport africain que l'Assemblée générale de l'ACNOA se déroule dans un pays où le comité national olympique est présidé par une femme qui est aussi membre du CIO. Le challenge, vous l'aurez compris, est de taille pour le comité olympique djiboutien qui veut faire de la tenue de ses assises une opportunité idéale et un instant mémorable de l'olympisme à Djibouti. Aussi, l'équipe dirigeante du CNO djiboutien, maître d'œuvre de l'organisation, s'apprête très sérieusement à relever ce grand défi. Nous avons presque tous les pays africains qui ont confirmé leur présence. Nous notons donc 180 personnes avec des présidents des comités olympiques, des secrétaires généraux, des présidents du comité olympique international. Les candidats, nous avons 2 candidats jusqu'à aujourd'hui déclarés pour la présidence à l'ACNOA. Nous aurons des champions olympiques, champions du monde, des anciens, des actuels champions du monde, des présidents des fédérations internationales qui seront là. Les travaux vont bon train. Nous sommes en train donc d'atteindre nos objectifs fixés au début de ces travaux. Toute l'équipe est consciente que c'est un grand enjeu pour la République de Djibouti, pour l'image, pour donner au monde entier et à l'Afrique que tous les Djiboutiens sont prêts à relever un défi de taille. Donc au jour d'aujourd'hui, on est à 95% de finition de nos travaux. Tous les matériels sont déjà prêts. Toutes les équipes ont déjà commencé même à faire leur visite de terrain et à s'entraîner sur les faisabilités des choses. Inch'Allah, au 9 mai, nous serons tous prêts à honorer notre pays. Le team, dirigé par la très dynamique et énergique présidente du comité national olympique djiboutien, Madame Aïcha Garad Ali, compte bien mettre tous les atouts de son côté et garantir à cet événement une meilleure visibilité en faisant de ce moment électif une vitrine significative. Ici, chaque détail requiert son importance, les designs sont finement ciselés et les supports de communication déjà finalisés tant la performance demeure une éthique et l'excellence érigée en priorité majeure, d'autant qu'il s'agit de surcroît de hausser au plus haut l'image de marque de notre pays auprès des délégations prestigieuses issues des instances olympiques internationales attendues pour l'événement. C'est pas tous les jours qu'on reçoit cette assemblée générale de l'ACNOA. Et pour la République de Djibouti, c'est un honneur d'accueillir cet événement. Mon département est là pour accompagner et aider tout ce qui va se faire, que ce soit dans la logistique ou dans les interventions à haut niveau. C'est donc à travers un comité d'organisation dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport occupe la présidence d'honneur que des staffs soudés, volontaires et méthodiques finalisent les derniers détails de la venue sur le sol djiboutien de membres éminents du mouvement olympique mondial et continental. Signalons enfin que
la problématique du financement du sport de haut niveau en Afrique reste un enjeu de taille pour soutenir de hautes performances en termes de préparation des athlètes aux échéances mondiales. Et la CNOA, à travers le comité national, met sur pied des projets utiles dans les domaines d'action prédéfinis et couverts par la solidarité olympique. Ces domaines sont les bourses olympiques pour les athlètes, la formation des entraîneurs, la gestion des CNO et la promotion des valeurs olympiques. L'accent surtout est mis notamment sur la formation et la lutte contre le dopage. Fait divers à présent. Dans la soirée du 4-5-2007 à 7h30, les gendarmes de la brigade Djibouti Nord surprennent un flagrant délit, un trafiquant de stupéfiants au volant d'une berline de couleur blanche, en train d'écouler de la marchandise illicite. Immédiatement, les gendarmes procèdent à son arrestation et découvrent sur lui 3 sachets contenant des produits de stupéfiants, cannabis, dont l'un coûte un montant de 10 000 francs. Au cours des investigations, les gendarmes procèdent à une perquisition au domicile de la personne soupçonnée. Cette opération a permis la découverte de 2 sacs remplis de colis de cannabis dont le poids total est de 20 kg. La valeur de ces marchandises s'élève à plus de 300 000 francs Djibouti. Compte tenu de la gravité des faits, le trafiquant et ses éventuels complices seront traduits en justice demain pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Nous vous en parlions en début de journal. Israël s'est mis en colère après une résolution de l'UNESCO sur le statut de Jérusalem, qui affirme qu'Israël est une puissance occupante. Selon la résolution de l'UNESCO, toutes les mesures prises par Israël, une puissance occupante qui ont donc altéré ou visent à altérer le statut de la ville sainte de Jérusalem seront nulles et non avenues et doivent être annulées. La résolution dénonce notamment la loi d'annexion de Jérusalem conquise en 1967 par Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fustigé un test niant donc selon lui les liens historiques entre Jérusalem et les Juifs. En mesure de rétorsion, Israël a annoncé mercredi qu'il réduirait de nouveau sa contribution à l'ONU à hauteur d'1 million de dollars. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée.